Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur l'énergie consacrée à l'énergie de réaction et à son lien avec les énergies de liaison. Vous avez déjà vu en seconde que certaines transformations absorbent de l'énergie provenant du milieu extérieur, on parle de transformation endothermique, tandis que d'autres en fournissent, comme les combustions, on parle alors de transformation exothermique. On peut définir ce qu'on appelle une énergie molaire de réaction pour un réactif ou pour un produit, ce qui signifie que ça va être une énergie pour faire transformer une mole du réactif ou pour obtenir une mole d'un produit particulier. Par convention, on va compter cette énergie négativement si la transformation est exothermique, elle va fournir de l'énergie au milieu extérieur, et elle va être comptée positivement si elle reçoit de l'énergie du milieu extérieur, c'est-à-dire si elle est endothermique. L'unité légale va être donc le joule par mol, même si très souvent on va utiliser les kilojoules par mol. Pour l'énergie donnée pour une quantité de matière, on aura E égale petit n, la quantité de matière, fois l'énergie molaire tout simplement. On peut aussi définir de la même façon une énergie massique de réaction, qui sera pour 1 kg d'un réactif ou pour 1 kg d'un produit par exemple. Pour une réaction de combustion, on parle de pouvoir calorifique massique du combustible. Là, c'est un réactif, puisque c'est le combustible dont on parle. Ce sera l'opposé d'une énergie de réaction, puisque c'est une énergie qui est fournie ici, donc elle sera comptée positivement, même si la réaction est exothermique. Pour mesurer une énergie de réaction, on peut utiliser la calorimétrie. Le calorimètre, comme on le voit ici, est un conteneur le plus isolé possible de l'extérieur pour éviter qu'il y ait perte d'énergie à travers et que l'énergie consommée ou produite par la réaction à l'intérieur de ce petit récipient-là soit entièrement et respectivement soit prélevée, soit donnée à l'eau qui entoure le mélange réactionnel. En mesurant la différence de température de l'eau, on peut retrouver l'énergie de réaction. En première, ce qui nous intéresse, c'est de savoir mesurer le pouvoir calorifique d'un combustible. Au lycée, on va adopter un dispositif plus simple que celui qu'on a vu avant, que l'on ne possède pas. On peut utiliser un schéma comme celui-ci pour, par exemple, déterminer le pouvoir calorifique du gaz qui est présent dans un briquet, ou encore celui de l'acide stéarique d'une bougie. Alors évidemment, cela mène à quelques soucis. Parce que la combustion, par exemple, se fait à l'extérieur. L'eau étant à l'intérieur de la canette, on va donc chauffer une partie de l'atmosphère. Et donc, l'entièreté de l'énergie de combustion ne va pas servir à chauffer l'eau. Ce n'est pas non plus un calorimètre. Ce n'est pas prévu pour être chauffé un calorimètre, mais ici, en l'occurrence, la canette, elle va laisser une partie d'énergie passer à travers elle. Donc, on aura une perte qu'on ne pourra pas modifier. Dans l'expérience, il faudra évidemment mesurer la masse d'eau mise à l'intérieur et qui va chauffer, mais aussi celle du combustible avant et après combustion pour trouver quelle est la masse de combustible qui a été consommée. On mesurera aussi évidemment la température initiale et finale de l'eau. On va ensuite utiliser la relation suivante, donc E égale masse de l'eau fois capacité thermique de l'eau qui vaut 4180 joules par mol, fois la différence de température. Température finale moins température initiale. Donc ça, c'est l'énergie qui va être captée, entre guillemets, absorbée par l'eau. Et elle va correspondre, cette énergie, si on estime qu'il n'y a pas de perte, évidemment il y en a, mais on va simplifier le calcul, à la masse de combustible qu'on a consommée fois le pouvoir calorifique, qui va être donc l'énergie par masse de combustible. Au final, on peut trouver le pouvoir combustible qui va être égal donc à cette relation. Regardons maintenant comment on peut obtenir cette énergie de réaction à partir des énergies de liaison. Reprenons tout d'abord le fait que lors de toute transformation chimique, certaines liaisons entre atomes se brisent pour en former de nouvelles. On va donc d'abord définir ce qu'on appelle l'énergie de dissociation, qu'on va noter D de AB, entre deux atomes AB, comme étant l'énergie de la réaction suivante, qui va être celle qui va séparer la liaison entre A et B, entre A et B sous forme atomique et gazeuse. Cette énergie est toujours positive. Alors on pourrait donc calculer l'énergie d'une réaction en faisant la différence des énergies de liaison brisées au niveau des réactifs et de celles formées au niveau des produits. Mais évidemment, ça implique de connaître parfaitement à la fois les liaisons brisées et formées,
mais aussi leur énergie. Et leurs énergies, elles vont légèrement différer d'une molécule à l'autre. Alors, on va prendre une méthode plus simple. On peut estimer une réaction de réaction en effectuant la différence des énergies moyennes, cette fois-ci, de toutes les liaisons présentes dans les réactifs et de celles présentes dans les produits. Donc évidemment, il y en a qu'on va compter deux fois, parce qu'il y a des liaisons qu'on va briser pour les reformer juste ensuite, mais c'est pas très grave, ça va nous donner une estimation assez proche. Les valeurs moyennes, on peut les trouver facilement dans des tableaux comme celui-ci. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. On peut donc écrire l'énergie de cette façon-là. Donc la somme de toutes les énergies de liaison du côté des réactifs, moins la somme des énergies de dissociation des liaisons du côté des produits. Prenons un exemple après, qui va être celle de la combustion du butane. On écrit l'équation de réaction de la combustion, qui est celle-ci. Je vous invite à aller revoir la vidéo précédente pour voir comment elle s'écrit. Pour voir les différentes liaisons, mieux vaut écrire les formules développées de toutes nos molécules. Donc ici, par exemple, ça donne ça pour les réactifs et celle-ci pour les produits. Et on va, pour pouvoir calculer, avec cette relation-là, établir le nombre de liaisons qui se brisent et celles qui se forment. Donc dans la molécule de butane, par exemple, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liaisons entre carbone et hydrogène, ce qui va nous donner donc dans un premier temps 10 fois l'énergie de dissociation d'une liaison CH, puisqu'on va briser ces liaisons. De la même façon, toujours dans le butane, on va avoir 3 liaisons carbone-carbone, que l'on va donc ajouter de ce côté-là 3 fois l'énergie de dissociation de liaison carbone-carbone. Enfin, on a une molécule de dioxygène, une liaison double entre deux oxygènes, qu'on va avoir 13,5, c'est-à-dire 6,5 fois, donc 13,5 fois la valeur de l'énergie de dissociation d'une double liaison oxygène-oxygène. Maintenant, on va enlever celle qui arrive dans les produits. Donc dans les produits, on a 2 liaisons doubles entre carbone et oxygène. Comme on a un 4 devant, ça nous fera donc 4 fois 2, 8 à la fin, énergie de liaison double carbone-oxygène. Et de la même façon, 2 liaisons oxygène-hydrogène dans la molécule d'eau, que l'on prend 5 fois, donc 5 fois 2 fois l'énergie de dissociation de la liaison oxygène-hydrogène. On remplace dans le calcul suivant par les valeurs qui nous sont données ici, et on va trouver une valeur de moins 2664 kJ par mol. La valeur est négative, ce qui est bien cohérent avec le fait qu'une combustion est bien exothermique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.